Voilà. Donc du coup, est-ce que vraiment il y a un style pour écrire un article scientifique? Voilà. C'est toujours une bonne question à se poser, mais est-ce que ce n'est pas juste une question de bon sens, en vrai? Puisque, en vrai, l'objectif, c'est d'exprimer, c'est de présenter vos résultats, et que ces résultats ils soient reçus et compris par leur destinataire, c'est-à-dire vos lecteurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça implique? Déjà, règle numéro 1, avoir quelque chose à dire. Voilà, ça a l'air bête comme ça, mais parfois, c'est bien de le rappeler. D'être honnête, c'est-à-dire intègre. Et on voyait déjà ce matin que l'intégrité scientifique, ça se niche aussi dans les détails. Parce que quelquefois, on s'accommode de certaines choses, alors que, voilà, il ne faut pas déroger à la règle. Ça nécessite d'être modeste aussi, plutôt humble. On ne va pas révolutionner le monde non plus. D'être précis et rigoureux. Je pense que ça, c'est vraiment très important. D'être clair, ça veut dire non ambigu. D'être bref, c'est-à-dire qu'il faut être le plus concis possible et fluide dans son exposé. Il faut être simple, c'est-à-dire qu'il faut avoir un langage accessible et universel. Ce n'est pas la peine de vouloir absolument du coup avoir un langage très scientifique où du coup voilà, on en a un peu plein la bouche, mais au final c'est un peu creux. Donc voilà, donc je pense que ça c'est aussi important d'être simple. Il faut être organisé, donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir défini en amont un plan. On n'écrit pas au fil de l'eau un article scientifique, ça nécessite une préparation, une réflexion en amont. Et puis, il faut respecter les règles de la langue, donc syntaxe, vocabulaire, orthographe, enfin les choses basiques en vrai. Donc, les critères fondamentaux d'un article scientifique, on va y arriver. Non, ça recommence, je ne peux pas aller en arrière, c'est ça qui est fou. Si, c'est bon, voilà. S'il y a vraiment 3 grands critères, c'est la précision, la clarté, la brièveté. Voilà. Et un point essentiel que vous ne devez jamais oublier, vous n'écrivez pas pour vous, vous n'écrivez pas pour vous faire plaisir, vous écrivez d'abord pour être lu. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez compréhensible et que vous pensiez à vos lecteurs. Ça a l'air vraiment très bête ce que je vous dis, mais je peux vous assurer que c'est important. Et on le verra plus tard, et c'est pour ça que c'est très important de vous faire relire. Parce que vous êtes dans votre monde. Voilà, vous connaissez bien votre sujet, ça jargonne, voilà, vous avez vos tics de langage, vous avez votre façon à vous de vous exprimer, qui, pour un public peut-être très averti, va être complètement en phase avec vous, mais peut-être que pour un public moins averti, va du coup se demander de quoi vous parlez. Voilà. Donc il faut vraiment être le plus précis, clair et du coup précis, clair et bref, voilà, dans votre présentation. Alors, la structuration d'un article en pratique. Donc, il faut déjà bien délimiter son sujet. Voilà, c'est quoi votre sujet, le champ de votre article, être au clair avec l'objectif de l'article, le plan, voilà, qui doit être facilement identifiable et compréhensible. Donc, il faut structurer votre article. Il faut qu'il y ait des paragraphes, voilà. Il faut que du coup ces paragraphes soient clairement identifiés. Il faut aller à l'essentiel, ne pas se noyer dans les détails. Ça, c'est vraiment très important. Il faut toujours que votre lecteur ne perde jamais le fil. Vous avez un fil rouge et votre lecteur, du coup, il doit le suivre comme ça et il ne doit pas se dire mais de quoi il parle, il ne doit pas revenir en arrière pour comprendre ce que vous êtes en train d'exposer. Voilà. Surtout aussi, privilégier les phrases courtes. Moi, je sais que quand j'ai commencé à être journaliste, moi, ce qu'on me reprochait, c'était une écriture universitaire. On m'a dit, mais tu peux
être beaucoup plus percutante avec des phrases courtes, plutôt que des phrases qui font 5, 6 lignes, où du coup, au fur et à mesure qu'on écrit, on en oublie l'objet du début et le sujet. N'hésitez pas, et c'est un travail qu'on fait quand on relit un article en tant que reviewer aussi, ou quand votre article il est soumis à la rédaction et que du coup on retravaille un peu votre article, on va, avec des phrases très longues, en faire plusieurs. Voilà, hein, ou alors supprimer tout ce qui n'est pas essentiel dans vos propos. Attention du coup aux néologismes, aux anglicismes, tout ce qui passe à l'oral ne va pas forcément passer à l'écrit. Hein. Donc, comme je vous ai dit, donc ça doit être précis. Quand vous parlez de quelque chose, utilisez ce même mot pour tout au long de votre article. Ce n'est pas la peine forcément d'essayer de chercher à paraphraser des synonymes, etc. Parce que du coup, on en perd le sens même souvent. Hein. Si vous parlez de, je sais pas, d'infarctus, on va parler d'infarctus du début jusqu'à la fin. Voilà, on ne va pas vous reprocher ça. Par contre, si voilà, vous commencez à essayer de varier un petit peu, bah, du coup, vous perdez aussi en qualité par rapport à vos propos. Donc, chassez les mots creux, tous les mots un peu inutiles, hein, aussi, qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc, évitez tous les adverbes, les adjectifs imprécis. Hein. On ne dit pas grosse, une grosse tumeur, par exemple, ce n'est pas assez précis. Si vous faites un article, justement, par rapport à Dacancero, voilà. Évitez les c'est pourquoi, en effet, tout le temps. Là, vous voyez, il faut lier un peu vos phrases, mais enfin, n'en faites pas trop non plus. Évitez aussi le foisonnement des parenthèses. On peut rédiger autrement qu'avec des parenthèses et ça clarifie votre propos. Veillez aussi au bon usage du temps des verbes. La concordance des temps, c'est important. Voilà, utilisez le présent pour des notions qui sont établies. Explicitez aussi toutes les abréviations. Même celles qui vous semblent très évidentes. Alors évidemment, vous n'allez pas forcément... il y en a qui sont devenus très usuels. Par exemple, l'ADN. Voyez, bon, peut-être, mais enfin, ceci dit, vous pouvez tout à fait d'abord le mettre en entier, puis après le mettre en abréviation, quoi. Et puis, utilisez ces abréviations avec parcimonie, parce que du coup, ça peut rendre la lecture difficile. Quand tout d'un coup on décide de mettre des abréviations un peu partout, ça donne des choses qui ne sont pas très évidentes pour le lecteur en termes de confort. Bon, surtout, il faut que vous soyez factuel. Ce n'est pas le moment d'exposer vos émotions. Ce n'est pas le but d'un article scientifique. Soyez aussi très précis dans vos nombres. Vérifiez vos pourcentages, vos totaux. Il y a énormément d'erreurs. Dans les camemberts, dans les tableaux, etc. Des choses qui font plus 100%, qui vont bien en dessous ou bien au-delà. Et il y a souvent des incohérences et des erreurs. Donc ça, soyez vraiment aussi vigilants par rapport à ça. Donc supprimez les redondances aussi. Voilà, si vous l'avez dit une fois, ce n'est pas la peine de le répéter plusieurs fois. Attention donc au manque de clarté ou le contraire, du coup, une trop grande précision, parfois aussi ça peut nuire. Il faut être aussi très concis, mais en même temps très clair et en même temps très compréhensible. Donc c'est pour ça que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile et c'est pour ça qu'il faut s'y reprendre parfois plusieurs fois et qu'il faut se faire relire. Vérifiez aussi ce qu'on appelle la titraille, c'est les titres, les sous-titres, les intertitres. Tout ça, ça doit être cohérent et pertinent. Ce n'est pas le moment de faire des effets de style. Vous n'êtes pas là pour ça, vous n'êtes pas là pour faire du sensationnel, vous n'êtes pas là pour faire de l'humour. Logiquement, quand vous êtes sur un titre dans un article, il n'y a pas de point d'exclamation. Voilà, ça n'apporte rien. Voilà, et après, il y a plusieurs écoles. Est-ce qu'un titre peut être interrogatif ou pas? En tout cas, dans l'article, pourquoi pas? En titre principal, moi, personnellement, je vous dirais que c'est mieux que ce ne soit pas interrogatif.
Il faut que vous identifiez aussi tout ce qui peut améliorer vos propos. Donc, est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être placées en encadré? Est-ce que ça sera des tableaux? Est-ce que ça sera des schémas? Mais attention, tout ça, ça ne doit pas être redondant. Hein, donc, du coup, l'idée à chaque fois, c'est marqué à un endroit. Hein, ce n'est pas redit à chaque fois. Les encadrés, les tableaux, les schémas, les figures, ça doit pouvoir se lire seul. Donc, du coup, il faut que ce soit aussi très précis. Alors, le fameux plan IMRAD. Voilà. Hein, vous en avez déjà entendu parler. C'est vrai que pour les études quanti, et moi je partage ce qui a été dit après dans la salle sur les études quali, on demande majoritairement maintenant des plans IMRAD partout. Après, à vous, forcément, avec une discussion plus longue quand c'est du quali, mais structuré, moi j'ai tendance à dire, on utilise le plan IMRAD, voilà, on peut l'adapter en fonction de l'étude, mais quand même, déjà, ça vous donne une structure très claire, ça permet du coup d'annoncer un plan voilà, de type scientifique, et la plupart des revues demandent ça maintenant. Voilà. Donc c'est introduction, méthode, résultat et discussion. Voilà. Mais ça, vous le savez déjà. Après, bah, voilà, est-ce qu'il faut une conclusion ou pas? On y reviendra tout à l'heure. Et puis, voilà, je vous dirai quelques mots sur le choix du titre, le résumé, les mots-clés, les références. Parce que ce sont des éléments très, très importants. Alors, l'introduction, c'est du coup là que vous allez annoncer votre question de recherche et les raisons de cette étude. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ce travail. Voilà. Et en général, ça comprend 3 parties. Hein. C'est vraiment le principe de l'entonnoir. On va du général au particulier. Hein. C'est un peu comme dans votre recherche. Hein. C'est toujours un peu la même chose. Donc, l'aspect général du sujet, hein, pour illustrer l'importance du problème. C'est l'état des connaissances, c'est le contexte. L'aspect particulier du problème, hein, du coup, ce qui a justifié votre recherche. Et l'objectif principal de votre travail, donc votre question de recherche. Voilà. Et tout ça, ça doit être fluide, ça doit s'articuler de manière logique. Et en aucun cas, c'est une revue complète de la littérature. Ce n'est pas le moment là, de nous faire l'état de l'art. Voilà, il faut quelques références bien ciblées, ça suffit. Une introduction, ça ne doit pas être trop long. Parce qu'il faut éviter les redites. Derrière, vous avez encore toutes les autres parties. Hein, vous allez avoir loisir à vous exprimer. Mais ça doit être suffisamment explicite, hein, puisque c'est ça aussi qui va donner envie au lecteur d'aller plus loin. Donc, on verra tout à l'heure, il y a le titre, il y a le résumé aussi, hein, parce que des fois, hein, avec un titre, on n'a pas forcément envie d'aller plus loin. Avec un résumé, on s'ennuie déjà. Voilà. Donc, du coup, je dirais, là, c'est vraiment l'attaque dans votre article. Hein. Donc, il faut donner aussi envie à vos lecteurs d'aller plus loin, et il faut que ce soit clair, précis, et pas trop long. Et ça doit être aussi adapté au public que vous voulez toucher. Hein, donc ça aussi c'est important puisqu'il faut que ça leur parle. Donc quand on arrive aux méthodes, donc c'est la question qu'on se pose toujours, c'est comment j'ai réalisé ce travail. Hein, pareil, il faut être clair, précis, donner les clés pour reproduire ce travail, hein, puisque c'est aussi le but d'une recherche, c'est sa reproductivité. Donc comment j'ai sélectionné ma population cible? Voilà. Les caractéristiques, les critères d'inclusion et d'exclusion, les méthodes d'intervention, d'observation, qu'est-ce qu'on a fait, les méthodes de mesure des résultats, les méthodes statistiques, les considérations éthiques, protection des données, voilà, la cohérence du matériel et de l'objectif de l'étude. Voilà, tout ça, ça doit être pareil, très logique et aller du général au particulier. Toujours la même logique. Hein. Toujours se poser les questions, qui a fait quoi, où, quand, comment, pourquoi, à chaque étape de l'étude, afin de ne pas oublier d'éléments importants. Voilà.
Et donc, là, dans les méthodes, vous décrivez ce qui a été fait en termes de méthode pour répondre à la question. Voilà, donc il faut donc montrer que les méthodes utilisées donc, sont les bonnes et appropriées pour la question que vous avez posée. Et très très important, cette partie ne doit pas inclure de résultats. Là, vous êtes vraiment sur la présentation de la méthode. Et des fois, c'est la difficulté, parce que pris dans son élan, on a envie aussi de justifier, de faire voir que ça a marché, etc. Mais là, c'est vraiment pas ça, et c'est pas non plus le début de la discussion. Voilà, là, c'est vraiment méthode, point. Donc ça, c'est important parce que ça fait partie des erreurs qu'on rencontre. Et puis du coup, derrière, il y a des redites, puisqu'après, vous allez présenter vos résultats. Si vous avez déjà commencé à les présenter dans la méthode, c'est dommage. Et puis si pareil, vous avez commencé déjà la discussion, ce n'est pas l'endroit en tout cas. On ne discute pas tant qu'on n'a pas présenté ces résultats. Pareil, il faut hiérarchiser et prioriser dans ces résultats. Il faut présenter ce qui est vraiment important. N'oubliez pas le fil conducteur, n'oubliez pas qu'il faut pas, il faut surtout que votre lecteur vous suive, et que si vous commencez à vous noyer dans l'exposé de résultats plutôt secondaires, il va en oublier votre message principal. Donc c'est un peu la même chose que la partie méthode, c'est la même logique, ça doit être structuré. Si vous utilisez des tableaux, des figures, ça doit apporter une plus-value. Ça ne doit pas redire ce qui est écrit. Voilà, ça c'est important. C'est vraiment tout ce que j'amène en plus amène une plus-value au texte. Ne multipliez pas non plus les figures, les camemberts. Combien de camemberts sont inutiles dans un article. Si déjà vous avez exposé qu'il y a 30% de votre population qui a fait ci ou qui a fait ça, pas la peine de mettre à côté en figure le camembert avec les 30%. Voilà, ça ne sert à rien. Vous perdez de la place. Donc, si vous mettez des tableaux, des figures, il faut savoir que tout ça, ça doit être appelé dans le texte. Donc, ça doit être appelé dans le texte, ça doit être légenté. Si par exemple, ça doit être référencé, sourcé. Si jamais, parce que ça arrive, que vous empruntiez une figure d'une autre recherche antérieure qui vous semble importante pour continuer à illustrer vos propos. Ça peut arriver, ça. Alors déjà, sachez qu'il y a des règles. C'est-à-dire qu'on ne prend pas comme ça une partie d'un article sans en avoir demandé l'autorisation, même si c'est une figure, même si c'est un tableau. Du coup, il faut demander l'autorisation à l'éditeur, au rédacteur en chef et à l'auteur. Voilà. Donc, en général, l'auteur a donné ses droits à l'éditeur, donc c'est plutôt l'éditeur qui va donner son accord, mais c'est toujours bien d'informer l'auteur qu'il ne découvre pas que tout d'un coup, il y a une partie de son travail qui se retrouve dans telle et telle revue. Toujours pareil, c'est le principe de la transparence et de l'intégrité. Voilà, et surtout dans les résultats, donc vous ne parlez pas de la discussion. Pareil, c'est une partie à part. Là, on est vraiment dans les résultats bruts. Donc au niveau de la discussion, donc, les questions à se poser pour structurer la discussion, ça va être les faits marquants résumant les résultats. Par exemple, déjà la réponse à la question de recherche. Est-ce que oui ou non, du coup, par rapport à votre hypothèse, à votre question du départ, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les résultats que vous avez produits vous permettent un éclairage particulier, vous permettent, je ne sais pas, d'y répondre favorablement ou pas ? Donc là, c'est le moment de le dire. C'est aussi le moment de dire les limites méthodologiques de l'étude, les forces et les faiblesses de votre étude. Ça, c'est important parce que ça montre aussi que vous avez un regard critique sur votre travail. Et puis, ça va servir aussi donc, à vos lecteurs et à ceux qui vont se servir après de votre recherche pour aller plus loin. Aussi, ce qui est important, c'est la comparaison par rapport aux résultats
la comparaison de vos résultats aux connaissances actuelles ou antérieures. Donc, c'est comment vous vous situez par rapport à d'autres recherches. Est-ce que, du coup, je ne sais pas, vous avez pu avancer sur tel et tel point, mis en lumière autre chose? Est-ce que, du coup, vous pouvez, comparer votre travail à ce qui a déjà été fait et en montrer, du coup, les plus-values? C'est toujours ça aussi dans votre discussion, c'est quelle est aussi la plus-value de votre travail. Et montrer aussi les implications de votre travail sur la clinique. À quoi ça va servir? Est-ce que, on entendait tout à l'heure, est-ce que la recherche, est-ce que votre recherche va servir du coup à améliorer la prise en charge des patients et pourquoi et comment surtout? Est-ce que cet éclairage-là, est-ce que j'entendais tout à l'heure le pansement à la cannelle, est-ce que du coup ça va améliorer du coup le confort de vie du patient, de son entourage, voilà, et est-ce que du coup au niveau de la qualité des soins, est-ce que ça va avoir un impact au niveau de la sécurité des soins, etc., etc. Et puis aussi, la mise en perspective, c'est important aussi dans la discussion. Donc, en fin de compte, la discussion, c'est vraiment convaincre du bien fondé de son travail, mais tout en restant honnête et transparent. C'est-à-dire que s'il y a des points négatifs, il faut le dire. Ça, c'est très important, et ce n'est pas pour ça que ça nuira à votre recherche et à votre article. Et là, par contre, la discussion, elle vous implique. Elle implique ce que vous avez fait. Et du coup, voilà, n'hésitez pas du coup, à vous impliquer vraiment dans cette discussion. Alors, ça ne doit pas être trop long, voilà, parce que ça ne répète pas les résultats. Alors, c'est plus long dans une recherche qualitative. Et du coup, ça apporte vraiment une réflexion sur votre recherche et ça montre aussi que vous avez pris du recul, puisque vous avez aussi un regard aussi un peu critique sur ce que vous avez pu faire. Alors après, sur la conclusion, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent on a déjà tout dit dans la discussion, donc on ne va pas faire une conclusion. Il y en a qui pensent que c'est bien aussi, quand même, parce que ça permet aussi aux lecteurs de prendre peut-être mieux connaissance aussi du message de votre article. Bon, il faut se reporter aux instructions aux auteurs. Il y en a qui demandent des conclusions, il y en a qui ne demandent pas. Ça va dépendre aussi de ce que vous avez mis dans votre discussion. Mais si c'est pour répéter ce que vous avez mis dans votre discussion, ça ne vaut pas le coup, quoi. Voilà. Donc pareil, la conclusion, voilà, ça doit amener, alors comment dire, c'est pas là non plus que vous allez donner des choses nouvelles, ou que vous allez tout d'un coup mettre une référence dans votre conclusion. Logiquement, tout a été dit avant, qu'on soit bien clair. Donc voilà, c'est une conclusion, c'est un peu un effet de style, mais qui a aussi son intérêt. Alors moi, oui, c'est pas dans l'ordre, c'est pas très grave. Je vais quand même vous parler en avant des références, parce que les références, c'est un vrai souci dans un article. Déjà, vous ne devez inclure que des références pertinentes. Vous ne devez inclure que des références que vous avez lues. Ça a l'air tout bête comme ça, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que vous avez été voir l'article, vous avez été au-delà du résumé, voilà, et vous savez d'où vient cet article. Est-ce que du coup c'est d'une source sérieuse ou pas? Attention, pareil, aux revues prédatrices. Et du coup, il faut vraiment que c'est un lien très fort avec votre sujet. Pareil, si vous devez vous autociter, parce que vous avez fait plein de choses avant, ce qui est tout à votre honneur, il faut le faire avec parcimonie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que dans les références, il y ait sur 40 références, 15 qui soient les vôtres, quoi. Voilà. Des fois, c'est même plus. Moi, j'avais un auteur, et c'était un combat à chaque fois.
qui avait fait plein de belles choses, mais ses références, j'en avais 20 de lui et 2 des autres, quoi. Et quand je revenais vers lui, il me disait bah, « Oui, mais enfin, je suis le spécialiste du sujet. Enfin, puis mon travail est vraiment de qualité. » Bah oui, mais non, quoi, il y a aussi d'autres choses. Je suis sûre qu'en cherchant, on trouve. Et effectivement, quand on cherchait, on trouvait. Hein, parce qu'il y a aussi toute la littérature aussi internationale. Alors, faites attention aussi, et c'est pour ça que c'est important hein, de regarder les instructions aux auteurs. Donc, il y a beaucoup de revues qui limitent le nombre de références. Voilà. Donc, ça vous oblige aussi à faire des choix, ce qui est très bien. Et il faut respecter ce que les revues vous demandent. Hein. C'est-à-dire que ne vous dites pas oh, « bon, il demande 40, j'en mets 60, c'est pas grave ». Ça peut être, du coup une raison pour laquelle on va refuser votre article. Pas la seule, hein, honnêtement. Hein. Mais ça peut concourir, vous voyez, en disant, bon, du coup, il n'arrive pas à limiter son propos, ses références ne sont pas d'extrême qualité, voilà, elles sont un peu hors sujet par rapport, du coup, à sa question de recherche. Vous voyez, ça donne aussi une teinte, hein, les références. Et puis, la qualité d'un article, ça ne se mesure pas forcément au nombre de références. Hein, il faut sauter cette idée-là. Il faut aussi respecter les normes demandées par l'éditeur. Est-ce que c'est les normes de Vancouver qui sont quand même le plus souvent utilisées, mais enfin il y a d'autres normes. Et bon, c'est vrai qu'une mise en forme des références, bon, surtout si vous le faites de manière manuelle, il y a d'autres manières de le faire, mais bon, du coup, c'est quand même un peu rébarbatif. Hein, donc voilà. Et respectez aussi, est-ce que du coup on vous demande, déjà, toutes les références doivent être appelées dans votre texte. Ça a l'air tout bête, hein, ça, mais je peux vous assurer que ce n'est pas toujours le cas. Hein, on va à la pêche aux références, on va... en plus, si vous avez, en relisant votre texte ou fait relire votre texte, vous avez supprimé une référence ou deux, ou vous avez inversé des choses, et vous n'avez pas réajusté derrière de manière automatique, parce qu'il y en a qui ça ne marche pas toujours de manière automatique, du coup ça décale toute votre liste, vous n'avez pas réajusté votre liste de références à la fin de votre article. Du coup, c'est assez fastidieux aussi derrière. Et puis, c'est pareil, ça montre aussi que vous n'êtes pas suffisamment rigoureux. Voilà. Donc, alors, si, parce que alors, parfois, il y a des personnes qui s'arrangent avec les références en disant, bon, je ne l'ai pas cité, mais je vais mettre pour en savoir plus. Voilà. Alors peut-être qu'il faut se poser la question à chaque fois, si du coup c'est pas cité, est-ce que c'est vraiment, elle n'est pas dans le texte, est-ce qu'elle est vraiment utile? Voilà. Alors peut-être que des fois on peut rajouter, ça dépend des revues, parfois on peut rajouter pour en savoir plus, on peut rajouter des références aussi en complément numérique, hein, mais logiquement, voilà, chaque référence doit être appelée dans le texte. Donc vous connaissez forcément des logiciels pour du coup gérer vos références, hein, Zotero, Mendeley, il y a EndNote, il y a Peppers. Voilà. L'avantage de ces logiciels, c'est que souvent ils se connectent directement aux bases de données du coup type PubMed. Donc ça évite déjà les erreurs, les fautes de frappe, hein, puisque ça dans les références il y en a souvent. Puisque normalement, vos références, elles doivent être cliquables. Hein, on devrait pouvoir, en cliquant, du coup, et c'est ce qui se passe après dans les revues, on devrait pouvoir accéder à la référence, enfin au texte. Alors après, il est en accès libre, il n'est pas en accès libre, ça c'est encore un autre sujet. Mais du coup, le lecteur doit pouvoir y avoir accès. Et donc l'avantage aussi de ces logiciels, c'est que comme ils sont connectés à des bases de données internationales, du coup, ça vous permet de savoir aussi si un article a été rétracté. Parce que les rétractations d'articles, je ne dis pas que c'est très très fréquent, mais en tout cas ça arrive, et donc ça veut dire que c'est un article qui ne peut plus être cité. Voilà, pour telle et telle raison. Hein, mais en tout cas, voilà, ça vous donne aussi une information complémentaire.
Donc, vos références, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit des références de qualité, en majorité validées par des pairs, hein, donc de revue à comité à revue par les pairs, hein, par exemple. Si vous citez un site internet, il faut que ce soit un site sûr, hein, donc type société savante, agence publique, organisme de recherche, etc. Surtout, vous ne citez pas Wikipédia. Voilà. Hein, si vous voulez vous en servir par ailleurs, voilà. Enfin, vous ne le citez pas. Wikipédia, les sources ne sont pas validées, hein, puisque c'est des contributeurs et il n'y a pas d'évaluation par les pairs. Aussi, quelque chose qu'on retrouve aussi, c'est par exemple des verbatims par rapport à des communications orales. Voilà, donc voilà, émis en référence un tel lors d'une intervention de un tel dans tel congrès, tel jour. Bah, logiquement, ça c'est pareil, c'est pas citable. Hein. Pareil, pas d'évaluation par les pairs, pas de publication, hein, sauf si après la communication a été publiée, c'est autre chose. Logiquement, les abstracts ne devraient pas forcément être cités non plus, sauf s'ils ont été publiés du coup dans des revues scientifiques. Voilà, parce que ça veut dire que derrière, il y a des évaluations par les pairs. Et par contre, si vous citez un abstract et que derrière, après, l'auteur a fait une publication, vous ne citez plus l'abstract, hein, vous citez du coup la publication. Alors aussi, ça c'est important, ne pas citer des références que j'appelle de seconde main. C'est-à-dire que vous avez lu dans un article, un tel a cité un tel, voilà. Et voilà, donc vous allez, plutôt que de citer la référence source, vous allez citer l'article où vous avez vu cette référence. Non, vous allez à la source à chaque fois. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, le grand principe, vous ne citez pas quelque chose que vous n'avez pas lu. Voilà. Aussi, attention, jamais de référence dans le titre principal de votre article, il n'y a pas de référence. Dans votre résumé, il n'y a pas de référence. Voilà. Dans vos intertitres, vous ne mettez pas d'appel de référence non plus. Ça, c'est des erreurs qu'on voit très souvent. Dans votre conclusion non plus. Voilà. La seule chose que vous pouvez voir parfois dans des revues, vous pouvez voir une note de titre. Souvent, c'est un petit astérix ou une petite étoile. Donc ça veut dire simplement que cet article, ce n'est pas sa publication originale, qu'il a déjà été publié donc, dans une autre revue. Et du coup, vous devez avoir une note à côté, en général en début d'article, qui vous dit que cet article a été initialement publié dans telle revue. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut avoir dans un titre. Hein, c'est vraiment ça. Au niveau de votre titre, donc voilà, c'est vraiment très 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 important. Il faut soigner votre titre. C'est le premier niveau de lecture d'un article. Ça va donner envie d'aller plus loin ou pas. Les titres à rallonge, avec un empilement de mots, on est déjà fatigué avant d'aller au bout. Donc non. Pareil, concis, informatif. C'est un maximum d'informations en un minimum de mots. Voilà. Voilà. C'est pas facile. Ça a l'air comme ça très simple, mais non, c'est absolument pas simple. Ça doit susciter de l'intérêt, hein, voilà. Ça doit être aussi le reflet de votre article, c'est-à-dire que logiquement, ça doit commencer par l'information principale, hein, par rapport au sujet de votre article. Pour moi, le titre n'est pas une question. Voilà. Voilà. Puisque vous devez avoir déjà répondu à la question, en vrai. Voilà. Donc, il faut éviter, pour moi, la forme interrogative du titre. Pas de sensationnel, pareil, hein, pas d'humour. Éviter voilà, une multitude d'abréviations dans votre titre, c'est pareil, on n'a pas envie, quoi. Hein. Donc voilà, un titre, c'est ni trop long ni trop court. Et vous avez pareil des instructions sans doute dans les instructions aux auteurs. Il y en a qui limitent le nombre de mots dans un titre. Il y en a qui vont vous demander un sous-titre. Hein, voilà. Donc du coup, toujours pareil, regardez ce qu'on vous demande parce que c'est des points positifs si vous répondez à la demande. Alors le résumé.
pareil, très important le résumé. Hein. C'est pareil, il va susciter ou non de l'intérêt. C'est un des premiers niveaux de lecture. C'est ce qui va donner envie d'aller plus loin au lecteur. C'est vraiment, mais pas seulement au lecteur. Hein. Quand vous allez soumettre votre article, il va arriver chez le rédacteur en chef de la revue. Il va d'abord regarder titre, résumé, mots-clés. Voilà, premier niveau de lecture, c'est ça. Hein, donc, ça suscite de l'intérêt, ça n'en suscite pas. Hein. C'est important donc, pour votre lecteur, mais c'est important pour toutes les bases de données, toutes les bases de référencement. Hein, c'est comme ça qu'on va vous retrouver. Hein, c'est votre résumé, vos mots-clés, votre titre. Donc, ça s'écrit en dernier. Voilà, hein, vous n'allez pas commencer par faire le résumé de votre article. Il faut vraiment éviter de paraphraser votre article. C'est une erreur, ça. C'est-à-dire que pourquoi pas reprendre des phrases de votre article. Voilà. Pas de digression, pareil, on va à l'essentiel. Hein. La taille, le calibrage qu'on appelle hein, du résumé, pareil, il peut être limité. Donc, allez voir dans les instructions aux auteurs. En général, ça va de 250 à 400 mots. Il y en a qui résonnent du coup plutôt du coup en signes. Allez voir vraiment à chaque fois les instructions aux auteurs. Et c'est vraiment comme un micro-article résumé. Hein. Ça reprend un peu la structuration du plan IMRAD, mais sans la discussion. Hein, là, on ne discute pas dans le résumé. Hein. On s'appuie sur les éléments importants de votre travail. Donc, vous pouvez reprendre, pourquoi pas, une ou deux phrases de l'introduction, une ou deux phrases des méthodes, voilà, quelques phrases au niveau de vos résultats, et du coup, une conclusion. Donc ça, c'est pareil, il faut vraiment soigner ces trois parties, un titre résumé, enfin 4 parties, et tout le reste, bien évidemment. Mais c'est vraiment les premiers niveaux de lecture sont importants. Bon, les mots-clés, donc voilà, en général, voilà, 5, ça suffit, c'est pas la peine d'en mettre 10. Hein, il faut qu'il soit bien choisi. Hein, et puis, vous pouvez vous aider du Thesaurus de PubMed, hein, le MESH. Voilà, ça peut vous donner des idées. Pareil, vous verrez dans les instructions aux auteurs qu'est-ce qu'on vous dit à ce propos. Donc, si on doit à peu près résumer là, tout ce que je vous ai dit, relisez-vous déjà. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Il faut chasser les fautes d'orthographe. Quand c'est bourré de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire, d'erreurs de syntaxe, quand les temps ne sont pas... quand il n'y a pas une bonne concordance des temps, tout de suite, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Voilà. Surtout aussi quelque chose d'important, laissez reposer. Vous laissez reposer, c'est-à-dire que ne faites pas ça dans l'urgence, hein, c'est-à-dire que ne le finissez pas et ne l'envoyez pas tout de suite, quoi. Si vous le finissez, vous le faites relire, vous attendez, vous le relisez, vous le faites relire par quelqu'un, hein, un de vos collègues. Alors, quelqu'un qui s'y connaît dans votre sujet, mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est bien aussi. Hein, parce que ça montre aussi, est-ce que vous êtes clair aussi dans vos propos, est-ce que vous êtes compréhensible par quelqu'un qui n'a pas le même niveau d'expertise que vous. Donc, il faut vraiment que votre question de recherche elle soit claire, bien identifiée, et qu'elle serve de fil conducteur à tout votre article. Hein, c'est vraiment ce qui doit vous guider. Qu'est-ce que vous apportez de neuf, hein, quoi de neuf, quoi d'intéressant? Voilà. Même des petites choses. Hein, voilà. Qu'est-ce qui différencie votre recherche de celle des autres? Hein, comment ça s'articule avec ceux des autres chercheurs? Voilà. Et toujours vérifier vos données, vos interprétations, vos analyses. Tout doit du coup découler de votre question de recherche. Ça, c'est vraiment très important. Pas de détails excessifs. Hein, voilà. Et soyez très clair sur la limitation de votre travail, parce que c'est un signe aussi d'intelligence et de regard critique sur ce que vous avez pu faire. Donc, une fois que... une fois, non, en vrai, il faut lire avant, du coup, vos instructions aux auteurs. Je vais y arriver. Voilà.
Donc on s'aperçoit, et moi en tant que rédactrice en chef, je peux vous dire qu'elles ne sont pas lues, nos instructions aux auteurs, quoi. Très peu, vraiment très peu, quoi. Souvent, l'auteur le découvre quand on revient vers lui en lui disant « mais tout était marqué dans les instructions aux auteurs ». Ah bon, j'avais pas vu, je ne savais pas. Voilà. Il faut vraiment les lire de manière détaillée avant d'écrire votre article. Déjà, ça va vous donner l'indication de quel type d'articles sont acceptés dans cette revue et sont publiés dans cette revue. Ce n'est pas la peine du coup de soumettre un article si déjà vous ne voyez pas que c'est une possibilité de publication dans cette revue. Voilà. Ça facilite vraiment le processus de rédaction, hein, de soumission et d'acceptation d'un article. Parce que si du coup, nous, quand on reçoit votre article, il y a déjà tout à l'intérieur, hein, on n'est pas obligé de faire plein de navettes avec vous, déjà c'est mieux. Hein, et du coup, ça permet aussi peut-être un processus d'acceptation plus rapide. Donc il faut fournir tous les éléments qui sont demandés au bon format. Hein, donc on va vous donner par exemple pour les photos, les figures, une résolution, on va vous dire voilà les tableaux, voilà, il faut qu'ils soient présentés de telle façon, il faut que du coup ils aient un titre, du coup que les figures aient une légende. Si vous avez une référence dans le tableau, il va falloir le mettre de telle et telle façon. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que vous appliquiez et qu'il faut vérifier avant d'envoyer votre article. Voilà, donc les liens d'intérêt doivent être spécifiés. Si du coup vous êtes plusieurs auteurs, donc il faut que les affiliations des auteurs soient du coup clairement énoncées. Hein, donc ça veut dire son nom, son prénom, son lieu d'exercice, au moins ça, hein, ses titres s'il en a, voilà. Et si vous êtes plusieurs, qui est l'auteur correspondant, hein, puisqu'on ne va pas revenir vers tous les auteurs, on va toujours revenir vers un auteur correspondant. Donc voilà, donc si c'est l'auteur correspondant, il nous faut son mail. Voilà, certains demandent aussi voilà, des coordonnées un petit peu plus détaillées, certaines revues, mais en tout cas, minimum le mail de l'auteur correspondant. Voilà, et souvent à la fin des instructions aux auteurs, vous avez une checklist que font les éditeurs pour du coup vous permettre de vérifier que vous avez bien tous les éléments. Voilà. Est-ce que du coup, il y a bien tous les liens d'intérêt de tous les auteurs? Est-ce qu'ils ont tous relu l'article? Ça a l'air bête hein, comme ça, mais logiquement, quand vous écrivez à plusieurs, tout le monde doit avoir relu l'article. Enfin voilà, des choses comme ça qui pourront vous aider aussi et vous permettre de rien oublier. Alors, sinon, je voulais juste vous dire aussi que c'est important aussi parce que quand on est auteur, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Alors, c'est vrai que, et notamment, le manquement scientifique, donc ça c'est un problème. Hein. Vous ne devez pas falsifier vos résultats, vous accommoder hein, de certaines choses, falsifier des images. Hein, il faut restituer de manière brute du coup ce que vous avez recherché, le fruit de votre recherche. Et il peut y avoir aussi des manquements lors de la publication. Donc attention au plagiat. Hein, donc les éditeurs hein, ont des logiciels anti-plagiat hein, maintenant, Identicate, etc. Donc on peut voir très vite si du coup un article du coup a repris voilà, des bouts d'un autre article. Il y a des couleurs, on a des codes couleurs, on a des choses qui apparaissent. Il y a des choses qui sont un pourcentage qui est acceptable. Voilà, hein. Et puis quand tout d'un coup tout est coloré et qu'on voit que du coup il y a plein de parties qui sont issues d'autres articles et qu'en plus du coup ces articles ne sont pas cités, bien évidemment ça pose problème. Voilà. Pareil, vous ne devez pas faire de double publication. C'est-à-dire que vous avez déjà publié,
il ne suffit pas de changer un peu le résumé, l'introduction et la conclusion pour du coup proposer votre article à une autre revue. Voilà, c'est pareil, ça fait partie de l'intégrité scientifique. Alors, là aussi, quelque chose de très très important, vous ne devez pas faire de multi-soumission. C'est-à-dire que voilà, vous avez identifié 3 revues là, qui vous sembleraient adaptées pour publier votre article. Allez, j'y vais, je regarde les instructions aux auteurs, pof pof, et j'envoie les 3. Je tente ma chance avec ces 3 revues. Non, de manière éthique, ça ne se fait pas. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a tout un travail au niveau de la rédaction. Vous avez bien compris que quand, on va le voir ensemble, quand on reçoit un article, il y a tout un processus éditorial qui se met en route. Donc, notamment tout ce qui a trait à l'évaluation par les pairs. Et du coup, voilà, nos évaluateurs, déjà, ils sont bénévoles. Voilà. Évaluer un article, ça prend des heures et des heures. Quand on le fait bien, et puis c'est vrai que c'est ce qu'on leur demande. Donc du coup, vous n'allez pas mobiliser plusieurs équipes sur plusieurs revues simplement parce que vous voulez avoir une chance d'être publié rapidement. Par contre, si une revue, donc vous faites une soumission à une revue, elle refuse votre article, vous pouvez à ce moment-là, du coup, faire une autre demande de soumission à une autre revue et vous servir de ce que vous ont dit les reviewers, puisque c'est ça aussi, le travail de reviewing, ça vous donne des indications pour améliorer votre article. Voilà. Donc, vous avez du coup intérêt à utiliser les remarques qu'on a pu vous faire et qui peuvent justifier le fait qu'on n'a pas voulu publier votre article. Alors, pour plusieurs raisons, parce que des fois, ça ne correspond pas au scope de la revue. Tout bêtement, moi ça m'est arrivé quand même de nombreuses fois de refuser un article juste à cause de ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de qualité, voilà, mais aussi parce qu'il n'est pas suffisamment abouti, qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, etc. Donc, mais surtout jamais de multi-soumission. Voilà. Et en plus, il faut savoir que ça se sait, ce genre de choses. Donc après, c'est dommage que ça induise une certaine méfiance chez un éditeur quand vous allez soumettre un article. On a eu des auteurs qui étaient assez coutumiers de ça, donc c'est vrai qu'on se dit, oula, très bien, on va déjà vérifier, si on va déjà faire une recherche là, pour voir sur d'autres revues si ça n'a pas déjà été publié. Voilà. Pareil, vous devez mentionner toutes les recherches préalables, vous n'inventez pas le monde, forcément vous partez sur la base d'autres recherches la plupart du temps. Donc, ça serait une erreur de ne pas les citer. Voilà. Pareil, si vous empruntez des tableaux, des figures, vous ne vous les appropriez pas. Vous citez juste la référence avec l'autorisation au préalable. Et puis, surtout, vous déclarez tous vos liens d'intérêt. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez des liens d'intérêt que, du coup, que ça disqualifie votre travail. C'est vraiment le principe de la transparence. Alors, vous avez regardé les instructions aux auteurs, vous les avez respectées, vous avez écrit un bel article, vous avez choisi votre revue et du coup, vous envoyez votre article pour une revue en particulier. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, on va recevoir votre article, on va vérifier déjà, il y a un premier check, là, comme ça, qui n'est pas forcément, du coup, fait par le rédacteur en chef, mais d'autres personnes de l'équipe, qui vont regarder si oui ou non ça correspond aux normes éditoriales, aux articles quand même qu'on publie, et puis on va faire en sorte d'anonymiser votre article pour que du coup l'évaluation par les pairs qui va suivre voilà, soit la plus objective possible. Voilà. Donc certaines revues, c'est fait par le rédacteur en chef, ça, d'autres, c'est pas fait par le rédacteur en chef, mais en tout cas, c'est toujours le rédacteur en chef qui envoie des reviewers. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on a une liste
de reviewers, donc qui vont être spécialisés dans tel et tel domaine, telle et telle méthode. Donc on envoie en général un minimum 2 reviewers, en général c'est plutôt ça, mais ils ne vont pas forcément accepter. C'est-à-dire qu'eux, au départ, on va leur envoyer votre titre, vos mots-clés, votre résumé, c'est tout. Voilà. D'où l'importance de ce que je vous ai dit en amont. Voilà. Et ils vont nous dire, bah, moi, oui, je suis disponible, là, non, parce que ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas compétent dans le domaine, là, je ne peux pas, etc., etc. Donc, souvent, il y a beaucoup d'envois comme ça, parce qu'il faut trouver des personnes disponibles, compétentes, voilà, et qui vont pouvoir le faire dans des délais raisonnables. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours gagné. Voilà. Une fois que c'est envoyé à des reviewers, du coup, on va réceptionner les rapports d'expertise, hein, donc, qui vont être envoyés donc, au rédacteur en chef de la revue, voilà, qui va en prendre connaissance. Et au regard de ce qui est signalé dans ces rapports, il va prendre la décision ou pas d'envoyer un 3e reviewer. Hein, des fois, on a des avis, mais complètement contradictoires. Voilà. Donc, un, c'est vraiment à publier très vite, et puis tout d'un coup, l'autre refuse. Voilà. Donc, moi, il m'est arrivé d'avoir des choses comme ça, et je me dis, bon, je fais quoi avec ça? Ben, j'envoie un 3e reviewer, voire même un 4e reviewer. Hein, voilà. Bon, ceci dit, c'est souvent assez concordant. Hein, voilà. Donc, on relit, voilà, on voit ça nous semble plutôt pertinent, ce qu'ont mis les reviewers, et donc du coup, on revient vers l'auteur. Voilà, on lui envoie le rapport d'expertise, et là, parfois, c'est compliqué pour vous. Voilà, dans le sens où, déjà, c'est un peu votre bébé, hein. Voilà, vous avez envie qu'il soit publié très rapidement, vous avez pris soin de respecter tout ce que vous pouviez respecter. Et puis là, il y a des critiques sur votre article, mais des critiques constructives. À chaque fois, je pense qu'il faut le prendre de manière constructive. C'est-à-dire que là, le but des reviewers, c'est d'améliorer la qualité de votre article. C'est tout. Hein. Voilà. Donc, voilà, il va vous dire dans telle partie, à tel moment, voilà, je ne suis pas d'accord avec vous, ou il manque ça, ça et ça, là, ce n'est pas assez précis, allez plus loin, développez, je ne suis pas d'accord avec vous, voilà, il nous manque des références importantes, etc. etc. Voilà. Donc, c'est soit c'est un accord pour publication d'emblée, c'est assez rare. Il y a toujours des changements dans un article, même s'ils sont minimes. Soit c'est du coup une acceptation donc après correction donc, du coup, de certains points dans votre article, soit c'est un refus. Voilà. Mais vous voyez, tout ce processus, ça prend du temps. Et après, on verra ce qu'il faut faire, vous, en tant qu'auteur, après, par rapport au reviewer. Mais en tout cas, voilà, donc vous répondez point par point, ça c'est vraiment important. Hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec un reviewer. Voilà, vous avez le droit, sauf qu'il faut l'expliquer. Voilà, il faut lui dire, je n'ai pas répondu à ce point parce que, et vous justifiez le pourquoi. C'est-à-dire que ça montre que vous avez bien pris en compte toutes ces remarques, mais que vous avez votre point de vue et vous démontrez du coup que voilà, pour telle et telle raison, oui, vous avez peut-être fait l'impasse sur telle et telle chose, oui, vous avez écrit telle et telle chose de cette façon-là, mais du coup, vous ne souhaitez pas, pour X raisons, donc changer les choses. Voilà. Mais ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc après, ça revient du coup au rédacteur en chef, qui, du coup, va logiquement renvoyer, notamment en fonction des corrections demandées, s'il y a eu des corrections demandées, qui va renvoyer au reviewer. Voilà, puis après, ça revient au rédacteur en chef. Voilà, une fois que le reviewer a dit, c'est bon pour moi, ou non, il manque encore des éléments, donc je souhaite voilà, que l'auteur complète telle et telle chose. Voilà, puis au final, donc, votre article est accepté. Voilà, vous voyez, donc il y a toute cette boucle et ça prend du temps. Hein, et comme on disait tout à l'heure, il faut trouver aussi les reviewers parce que c'est pas toujours simple. Voilà. Et voilà, une fois que du coup votre article est accepté, donc il va être mis en page, il va rentrer dans le circuit de production de la revue.
Alors, après, donc, on va évoquer tout ce qui est valorisation de la revue. Donc, on va parler indexation, on va parler impact factor, on va parler un peu SIGAPS, et puis le positionnement des auteurs. Donc, qu'est-ce que c'est une indexation? Donc, ça va être le référencement du contenu d'une revue dans une banque de données bibliographique. Voilà. Et c'est en tout cas un indice de qualité pour les revues de recherche, même si toutes les revues de qualité ne sont pas forcément dans PubMed, Medline, etc. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'indexation PubMed, Medline, du CityScore, de Web of Science. Voilà, enfin, ça, c'est des indexations voilà, qui sont recherchées pour les revues. On parle aussi beaucoup d'impact factor. Donc, l'impact factor, c'est le nombre moyen de citations des articles de la revue, rapporté donc au nombre d'articles que publie la revue. Voilà. Et il est calculé, cet impact factor, sur une période de publication en général de 2 ans. Donc voilà, on parle de citation donc, à chaque fois qu'un article est cité dans un autre article. C'est ça l'impact factor. Voilà. Donc voilà, et cet impact factor, du coup, voilà, il est important pour certaines revues parce que du coup, ça permet aussi, je fais un lien du coup avec le calcul des points SIGAPS, même si ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, on ne publie pas juste pour les points SIGAPS. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de pression au niveau des établissements. Moi, je sais qu'il y avait j'avais des appels réguliers, par exemple, ces dernières années, même de la direction des soins, qui me demandait, du coup, oui, j'ai du coup voilà, quelqu'un de l'hôpital qui veut publier dans votre revue, mais j'ai beau chercher, je n'ai pas l'impression qu'elle est indexée. Et du coup, ça rapporte des points SIGAPS ou pas? Parce que vous comprenez, voilà, elle prend du temps sur son temps de travail, elle implique l'équipe et tout, mais il faut que ça rapporte à l'hôpital. Voilà. Donc c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone ou de demandes autour des points SIGAPS, alors qu'avant, j'en avais pas. Il pouvait y en avoir plutôt du côté médical, mais du côté des paramédicaux, ce n'était pas encore quelque chose qui était courant. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que, ben oui, l'écriture des paramédicaux, ça pouvait rapporter également. Ça rapportait des points mairie, ça rapportait de l'argent. Et que du coup, c'était important, pour le choix d'une revue, qu'elle rapporte des points SIGAPS. Voilà. Bon. Voilà. Comme on a dit tout à l'heure, le but de la publication n'est pas les points SIGAPS, mais bon, on sait aussi que voilà, il y a quelques pressions autour de ça. Donc, les points SIGAPS, c'est un système. Alors, le SIGAPS, c'est un système d'information, de gestion et d'analyse des publications scientifiques. Voilà. Et du coup, il s'appuie sur l'impact factor et le rang des revues, puisque c'est donc calculé par rapport au rang. Tout à l'heure, on entendait du coup vos collègues parler d'une revue de rang A pour une publication d'une IPA. Donc, il faut savoir que ça va de A+, puisque maintenant il y a une catégorie en plus pour toutes les revues très prestigieuses, type le Lancet, à NC, qui est donc non répertorié, mais qui rapporte quand même un point SIGAPS. Voilà. Donc, juste pour vous donner une petite idée, donc, quand on est une revue du rang A+, ça rapporte 14 points. Et voilà, et une revue NC, donc 1 point. Et celle juste au-dessus de la NC, c'est le rang E, c'est 2 points. Voilà. Et la revue de rang A, tout à l'heure, dont on a entendu parler, rapporte 8 points. Voilà. Donc voilà, bon, c'est des calculs, il y a des stratégies autour des publications. Voilà, en même temps, c'est une réalité.
Voilà, donc sachez aussi que du coup, ce que vous allez produire va permettre aussi de rapporter, en tout cas dans vos établissements, dans la plupart de vos établissements, va permettre de rapporter des crédits pour la recherche. Donc peut-être que vous êtes aussi légitime aussi pour après demander des choses, parce que, après tout, avoir du temps pour écrire, ça peut être aussi quelque chose d'important. Le positionnement des auteurs, voilà, en fonction du positionnement, ça rapporte plus ou moins de points. Donc ça aussi, il faut que vous sachiez un peu les choses quand vous écrivez à plusieurs. Voilà, le premier auteur, ça rapporte 4 points, comme le dernier. Puis après, voilà, il y a entre les deux. Le deuxième, c'est 3 points. Le troisième, c'est 2 points. Et puis, voilà, si on n'est pas ni premier, ni deuxième, ni troisième, voilà, et qu'il y a, voilà, donc c'est 1 point. L'avant-dernier, c'est 3 points. Voilà. Bon, voilà, c'est des logiques aussi. Tout ça multiplié avec l'impact factor de la revue, le rang de la revue, ça rapporte du coup, au final, voilà, des points et des crédits, voilà, pour votre établissement. Donc ne soyez pas naïfs. Ouais. Est-ce qu'il y a des règles finalement ou des conventions pour déterminer qui va être le premier, le deuxième, le troisième, le dernier ? Déjà, le premier auteur, normalement, c'est celui qui a le plus contribué. Voilà. Donc à la rédaction, à la recherche, quel que soit son statut, je dirais. Voilà, c'est vraiment déjà pour moi la règle. Et il y a des batailles là-dessus. Voilà, il y a des batailles. Moi, j'ai été témoin à des moments donnés d'articles écrits par des paramédicaux qui, tout d'un coup, changent en plein milieu. On me demande de mettre en premier auteur le chef de service. Voilà. Donc, on accepte, on n'accepte pas. C'est une vraie question, ça. Voilà, il faut faire aussi attention aux auteurs fantômes. C'est-à-dire que voilà, on a tout d'un coup une flopée d'auteurs pour un article, voilà, qui quand même, on trouve qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs. Voilà. Le dernier auteur, normalement, voilà, c'est quelqu'un qui a fourni son expertise, qui a guidé le travail de recherche, qui a été très impliqué dans la conception de l'étude. Voilà, premier, dernier auteur, c'est vraiment des gens qui ont été très, très présents, qui sont soit à l'origine, soit qui, du coup, ont mis à disposition leur expertise. Voilà, donc, voilà, pour telle et telle chose. Voilà. Du coup, plus on a d'auteurs, plus on a de points SIGAP, c'est ça ? Alors, ça ne marche pas forcément comme ça non plus. C'est avoir du coup son nom dans un article, être référencé dans PubMed. Il y a plein d'intérêts, hein. Okay. Surtout sur les revues indexées. Oui, c'est ça. Normalement, la règle sur les auteurs, c'est on est auteur quand on a contribué et quand on a écrit quelque chose dans cet article. Voilà. Ouais. Oui. Chaque point SIGAP est rapporté aux établissements en fonction du positionnement de l'auteur, c'est ça ? Oui. Attendez que je raconte. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, d'un coup, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, on entend beaucoup parler de SIGAPS. Voilà. Mettez ça aussi un peu de côté, hein, si vous pouvez. Voilà, parce que l'objectif de votre publication, normalement, ne doit pas être celui-là. N'oubliez pas que, normalement, l'idée est de partager votre recherche avec vos pairs, de la faire connaître, de faire en sorte que, du coup, quelqu'un peut-être puisse reprendre votre recherche pour aller plus loin, votre article pour aller plus loin, que, du coup, ça vienne constituer une base de connaissances pour votre communauté, hein, aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier aussi l'essentiel, même si voilà, la course au point SIGAPS, ça fait des années que du coup, elle a lieu. Oui.
l'éventualité de Proesigas pour négocier que l'établissement prenne en charge les frais de publication. C'est un pari, hein. Oui. Mais est-ce qu'après tout, on ne peut pas aussi s'en servir, même si ça ne doit pas être l'argument Bah, en tout cas, si vous êtes publié dans une revue... Après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Mais en fin de compte, voilà, enfin, faut pas non plus... Enfin, déjà, il faut déjà être publié. Voilà. Mais après, comme je disais tout à l'heure, faut pas être naïf. Hein. C'est-à-dire que vous publiez dans une revue avec un rang important, avec un impact factor, voilà, ou même une revue NC qui rapporte quand même un point c'est toujours un point. Voilà. Mais du coup, si vous rapportez de l'argent à votre institution, après tout, vous pouvez avoir des exigences aussi. Il n'y a pas de raison, quoi. Alors, c'est vrai que pour cette dernière partie, je voulais vous parler de l'intelligence artificielle, hein, parce qu'elle est partout, elle va être de plus en plus présente. Et du coup, moi, je pense qu'on ne peut plus faire maintenant une présentation sur l'écriture, la soumission, sans en parler, même si ça bouge tous les jours, ça va très vite. La révolution Internet, c'est rien à côté de ce qui nous attend, hein, voilà. Et ça me semble important de faire une petite mise au point. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, au jour d'aujourd'hui, évidemment. Et de vous prendre un peu l'exemple de ChatGPT, hein, puisqu'on en parle beaucoup, et des quelques spécificités peut-être à connaître sur cette intelligence artificielle. Voilà, parce que déjà, elle a été entraînée pour reproduire toutes les informations qu'elle a ingérées sur Internet, et elle a été entraînée pour les réécrire, pour les paraphraser. Mais contrairement à ce que j'entendais ce matin dans la salle, il faut savoir que quand même ces informations sont potentiellement limitées parce que du coup, l'intelligence artificielle va prendre des contenus, mais des contenus qui sont accessibles. Voilà. Donc du coup, tous les contenus qui sont sur des plateformes payantes, par rapport à des éditeurs, aujourd'hui, en tout cas, logiquement, alors sauf si on va sur d'autres sites où on peut avoir quelques contenus, voilà, mais logiquement, en tout cas, elle n'a pas accès à toutes les bases de données des articles aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, voilà, et notamment les bases payantes. Bon, même s'il y a des PDF qui circulent beaucoup, voilà, sur d'autres sites et où vous trouvez votre article autrement que sur le site de l'éditeur. Voilà. Donc, de plus, il y a toute une réflexion aussi de certains éditeurs qui se demandent si, du coup, ils ont intérêt ou pas à donner accès à leur contenu ou à restreindre l'accès. Et ça, du coup, ça peut être aussi une limite majeure pour l'avenir, tout en sachant que, voilà, il y a toujours moyen de détourner, hélas, un peu les choses. Voilà. Alors, ça veut dire que donc, cette intelligence artificielle, donc, elle a pris toutes les données, mais en vrai, elle n'invente rien. Hein, donc, elle va simplement, du coup, s'appuyer sur les contenus existants. Donc, elle est programmée pour construire des phrases, voilà, en calculant quel mot a le plus de chances de succéder à un autre mot. Et elle est programmée pour satisfaire ses utilisateurs. Donc, et leur procurer un certain plaisir. Aïe, j'ai compris, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que vous pouvez régénérer aussi. Vous mettez une première question, la réponse ne vous convient pas, pouf, vous régénérez. En gros, jusqu'à temps que vous trouvez la réponse qui vous convient. Voilà. Donc, il faut savoir que cette intelligence artificielle-là, elle est vraiment programmée pour ça. Voilà. Ce qui est aussi important, c'est de savoir qu'elle n'a aucune compréhension de ce qu'elle vous répond. Voilà. Donc ça, c'est important.
Hein, ce n'est pas une intelligence humaine qui a une conscience, etc. Non, elle ne comprend pas. Voilà, elle vous fournit une réponse, mais n'attendez pas, ne pensez pas qu'elle comprend ce qu'elle vous a écrit. Voilà, ça c'est important. Donc, il n'y a pas forcément de raisonnement logique. Hein, et elle a une opinion qui peut être très versatile. Pour une même question, vous pouvez avoir des réponses diamétralement opposées. Et elle n'est pas chargée de délivrer une réalité factuelle. Voilà. En tout cas, elle n'est pas programmée pour ça à ce jour. Et bien au contraire, puisqu'elle produit ce qu'on appelle des hallucinations. C'est le terme employé. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des phrases qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Donc, elle peut inventer des connaissances tout en restant très plausible pour satisfaire à votre demande. Elle ne sait pas, c'est pas grave, elle invente. Elle peut inventer. Alors, je ne dis pas qu'elle invente tout le temps, c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir tout ça. Et donc, elle peut aussi affirmer des faits sans fondement. Et donc, elle peut générer aussi des réponses biaisées ou erronées, et notamment en termes de discrimination. Tout ce qui est le genre, la race, elle va plutôt privilégier les hommes, plutôt la race blanche, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est important de connaître aussi ces spécificités. Voilà. Et du coup, en l'absence d'un jugement, d'un esprit humain expert et critique, vous, par exemple, qui connaissez bien votre sujet, et bien du coup, ChatGPT présente le risque d'amplifier tous les biais et les inexactitudes, éventuellement dans les données. Donc ça pose le problème de l'intégrité scientifique. De plus, du coup, il y a un manque de transparence par rapport à la génération des textes qu'elle produit. Voilà, on la qualifie d'ailleurs de boîte noire. Elle ne donne pas ses sources. Donc, du coup, vous posez une question, elle vous répond, ça a l'air très bien, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Voilà. Alors, il y a Bing qui, du coup, AI qui donne des sources, mais qui donne des sources juste exclusivement sur Bing. Donc, c'est assez limitatif aussi. Voilà. Et qui donne des sources qui n'ont aussi rien à voir parfois avec le sujet. Voilà. Donc, l'IA peut inventer aussi des références qui ont l'air plausibles, tout comme elle peut donner des idées de référence très pertinentes. Voilà. Et il n'y a pas de mise à jour en temps réel parce que toute cette grosse machine nécessite d'énormes budgets et on ne fait pas des mises à jour comme ça. Voilà. Alors se pose aussi la question des droits d'auteur. Puisque tout ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire que comme elle engrange tout ce qu'elle peut sur le net, elle ne cite pas ses sources, donc c'est quand même une question fondamentale quand on est chercheur et quand on veut écrire un article scientifique. Voilà, donc elle utilise les informations et les données des autres sans citer ses sources, voilà. Et d'ailleurs, il y a des auteurs et des éditeurs qui ont saisi OpenAI en justice à ce propos. Alors du coup, on peut se dire, est-ce que ça peut quand même s'apparenter à une certaine forme de plagiat, puisque du coup, on ne cite pas les sources, on fait abstraction de toute citation, impossible de se référer aux articles princeps, d'aller vérifier l'information, pas de possibilité du coup de s'appuyer sur les travaux de ses pairs, puisqu'on ne sait pas d'où ça vient, et du coup, tout ça, ça va à l'encontre d'une démarche scientifique. Et ChatGPT peut également être programmé pour éviter de reformuler les textes de manière identique à ce qu'a écrit l'auteur. Donc elle peut paraphraser du coup, et du coup,
aussi, ça peut être aussi apparenté à une certaine forme de plagiat. Donc voilà, donc on peut dire aussi qu'au niveau de l'intégrité scientifique, il y a quand même des choses à dire. Voilà. Et comme Hervé Maisonneuve le disait ce matin, bien évidemment, au regard de tout ça, on ne peut pas considérer ChatGPT comme un auteur ou comme un co-auteur. Hein, voilà. Même si dans certaines publications un peu plus anciennes, vous pouvez voir ChatGPT en co-auteur ou en auteur. Voilà. En tout cas, maintenant, c'est quelque chose du coup qui est du coup fortement interdit. Alors, en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi ? Une fois qu'on sait tout ça, en même temps, c'est là, c'est utilisé. Donc, l'idée, quand même, ça serait de se dire, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à bien maîtriser l'outil, à connaître ses potentiels et ses limites, pour l'utiliser à bon escient, dans le respect de l'intégrité scientifique. Voilà. Et si on l'utilise, il faut le dire. Donc ça, c'est important. Hein. Donc, il faut le signaler de manière précise. Et Hervé Maisonneuve le citait ce matin, l'ICMJE, donc du coup, qui a rajouté une partie, hein, donc c'est cette partie-là, par rapport aux recommandations aux auteurs. Et de plus en plus d'éditeurs incluent maintenant une partie liée à l'intelligence artificielle dans leurs recommandations aux auteurs. Voilà. Donc, si vous l'utilisez, il faut être transparent, il faut le dire. Il faut dire où, comment, pourquoi. Ce que disait aussi Hervé tout à l'heure, fournir les prompts, hein, donc c'est-à-dire les requêtes que vous avez faites à cette intelligence artificielle. Voilà. Et comme ça, c'est en toute transparence. Voilà. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quand on ne signale pas. Hein, et que cet article, en vrai, l'auteur présumé de l'article n'est pas forcément le bon. Donc après, c'est vrai que de plus en plus, on peut détecter, pour ceux qui justement ne signalent pas qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle, on peut la détecter, et on va pouvoir la détecter sans doute de plus en plus, puisqu'il y a des logiciels qui permettent aujourd'hui, alors ils ne sont pas toujours encore très fiables, mais en tout cas qui permettent quand même de voir s'il y a eu recours ou pas à l'intelligence artificielle. On peut le voir aussi dans le style parfois d'un article, hein, ou dans le vocabulaire qui a été employé. Il y a eu un chercheur, notamment à Toulouse, c'est Guillaume Cabanac, qui du coup recherche un petit peu dans tous les articles du coup ce genre de choses. Et du coup, par exemple, il mettait en avant que pour cancer, dans un article où on a utilisé l'IA, pour cancer du sein, par exemple, et comme ça n'avait pas été forcément bien relu par les éditeurs, l'article a été publié et le synonyme de cancer du sein, c'était péril de poitrine. Voyez, ou pour tumeur cérébrale, c'était tumeur de l'esprit. Ou pour crise cardiaque, c'était agression cardiaque. Insuffisance rénale, déception rénale. Voyez. Voilà. Donc, là, c'est très gros, là. Donc, oui. Mais en même temps, ça n'a pas été suffisamment relu et ça a été publié de cette façon-là. Voilà. Mais en tout cas, bien évidemment, tout ça, et l'intelligence artificielle va se développer et va être de plus en plus performante. Hein, donc, et du coup, on devrait pouvoir aussi, alors soit elle sera tellement performante qu'on ne pourra plus la détecter, soit du coup, les logiciels pour la détecter seront très performants et on pourra quand même la détecter davantage. Alors bon à savoir aussi, parce que donc, le principe de ces intelligences artificielles, hein, c'est d'ingurgiter du contenu. Voilà. Donc vous, quand vous allez, par exemple, demander à ChatGPT de résumer votre article. Donc pour résumer votre article, il faut que vous lui donniez votre article, on est d'accord, hein. Donc il est capable
enfin elle, cette intelligence artificielle est capable du coup de vous faire un résumé qui peut être très pertinent. Voilà. Ou qui peut être du coup moins pertinent et qui demande à être retravaillé, mais qui du coup peut vous servir de base pour une réécriture. Mais ça veut dire que vous lui donnez des informations. Voilà. Et que ces informations, du coup, elles pourront être réutilisées. Alors, il faut le savoir, ça aussi. Voilà. Bon, en même temps, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est juste qu'il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Moi, je pense, en tout cas. Mais je vais vous donner un exemple. Donc, moi, j'ai utilisé ChatGPT pour écrire un article. Voilà. Alors, je me suis dit, bon, il faut que je sois très, très claire. Hein, on reviendra sur les prompts tout à l'heure. Mais voilà, très claire sur le sujet, bien délimité, bien, voilà, être très, très précise sur ce que je veux. Et je me suis dit, je vais du coup demander des renseignements, notamment complémentaires, sur un sujet très spécifique que je connais bien. Voilà. Comme ça me permettra d'avoir une lecture critique du coup de ce que va me produire ChatGPT. Et donc je lui ai demandé de m'écrire quelque chose sur les spécificités de la santé au Svalbard. Svalbard, donc près du Groenland, ça appartient à la Norvège, c'est une petite île très froide où il y a des spécificités et que je connais très très bien. Voilà, donc je me suis dit, voilà, et notamment je vais lui demander quelque chose sur du coup les décès et les naissances. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, c'est une île où on ne naît pas et où on ne meurt pas là-bas. Voilà. C'est vraiment une des spécificités de cette île. Et je me suis dit, bon, on va voir si lui, il connaît un petit peu les choses. Donc, il m'a fait tout un truc, alors très plausible. Je n'aurais pas été experte, je ne connaîtrais pas le sujet. Je me serais dit... Donc là, l'accompagnement à la naissance, du coup, là où on enterre le petit cimetière, là, donc où on enterre tout le monde, sauf qu'on n'enterre personne à cause du permafrost, etc. Voilà, et on ne prend pas de risque à faire une naissance parce que du coup, il n'y a pas les infrastructures médicales nécessaires en cas de problème, on ne peut pas réanimer un enfant ni la mère, etc. Donc tout ça, elles vont accoucher sur le continent. Et hélas, quand on est en fin de vie, on vous pousse plutôt vers le continent plutôt que de rester sur l'île. Voilà. Donc, voilà. Mais donc, il m'a fait tout un laïus très, très, très bien construit sur du coup, le fait que, bien évidemment, il y a des structures et des accompagnements de la naissance à la mort, etc., en me fournissant des références fausses. Voilà. Mais honnêtement, l'article était très, très bien écrit, sauf que voilà, il y avait une partie des choses qui étaient complètement erronées, quoi, et qui avaient l'air très plausibles. Et si je n'avais pas étudié du coup ce phénomène, voilà, au Svalbard, c'est très particulier, bah, je me serais dit super, quoi. Voilà. Donc l'important, pourquoi je vous dis ça, c'est que du coup, si vous utilisez l'intelligence artificielle, il faut aussi que vous puissiez détecter le vrai du faux, parce que le faux ressemble à du vrai. Voilà. Alors, en même temps, donc, si on veut, par rapport à tout ce que je vous ai dit, on peut se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? J'utilise pas l'intégrité scientifique là-dedans, la véracité des informations, ici de passer source, etc. Bon. Mais, en même temps, il peut quand même vous aider pour identifier une littérature pertinente, il peut générer des résumés d'articles avec ce que je vous ai dit quand même, c'est que vous lui fournissez du contenu aussi, hein, voilà. Il peut vous recommander une liste d'articles pertinents, si votre demande est très claire. Il peut répondre à des questions spécifiques sur un domaine particulier, mais à vous d'évaluer du coup la qualité et la crédibilité de ces réponses. Il peut permettre une compréhension rapide de l'état actuel des connaissances dans le domaine. Voilà. Il peut générer des hypothèses, éprouver une idée, donner des pistes de recherche. Voilà. Aujourd'hui, mais ça serait plutôt en amont de votre recherche. Vous donnez des pistes, vous n'avez pas commencé encore, et du coup, bah, vous essayez de voir un petit peu, vous défrichez. Voilà. Et
Ça peut vous donner des pistes intéressantes. Bon, mais en même temps, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, une fois énoncées toutes ces mises en garde, hein, aujourd'hui, on utilise ChatGPT pour écrire des articles scientifiques. Et on va l'utiliser de plus en plus. Voilà. Certains le signalent, d'autres ne le signalent pas. Voilà. Donc, comme on l'a dit, hein, notamment par rapport donc, à l'ICMJE, si vous l'utilisez, vous le dites. Voilà. Donc, pourquoi on l'utilise pour écrire des articles scientifiques? Parce que du coup, il peut paraphraser, il peut reformater des références dans un autre style, il peut réécrire des parties de votre article, en tout cas proposer des pistes d'amélioration, des modifications. Hein. Il peut synthétiser une partie que vous n'arrivez pas à synthétiser. Vous pouvez lui demander de la rallonger aussi. Il peut faire donc des propositions d'amélioration de votre texte intégral. Il peut expliquer des tests statistiques. Il peut supprimer vos redondances hein, dans votre article. Il peut donc écrire ou réécrire un résumé. Le traduire dans n'importe quelle langue. Moi, il me l'a même traduit en tibétain. Moi, je me suis un peu amusée. Hein. Il peut mettre en avant les points importants de votre article. Voilà. Il peut changer de style d'écriture. Vous trouvez que vous n'avez pas un style assez académique. Voilà, vous lui demandez, réécris mon article en style académique. Ou, voilà. Il peut résumer des articles scientifiques. Voilà, vous faire un résumé pertinent d'un article scientifique. Hein. Alors je vous rappelle hein, tout à l'heure que logiquement, hein, si vous citez une référence, vous l'avez lue et vous n'avez pas lu simplement que le résumé. Voilà. Il peut du coup réutiliser des informations pour écrire un post, par exemple, hein, pour les réseaux sociaux, en disant, voilà, je veux faire le marketing de mon article sur les réseaux sociaux, et là, je te demande de me faire une proposition en tant de mots, voilà, dans un style un tel, percutant, attractif, voilà, qui donne envie au lecteur d'aller consulter mon article. Voilà, vous pouvez faire un prompt comme ça à ChatGPT, il va vous sortir un texte. Voilà. Et bien évidemment, il peut faire encore beaucoup plus de choses et il fera encore beaucoup plus de choses dans les années à venir, que ce soit ChatGPT ou autre, hein, parce qu'il y en a plein d'intelligences artificielles qui sortent. Il y en a qui sont spécialisées dans l'écriture d'articles. Il y aura de plus en plus d'IA spécifiques hein, et spécialisées. Et évidemment, on en est... voilà, ChatGPT est sorti depuis 1 an, on voit déjà ce que ça donne. Là, les progrès sont phénoménaux. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi hein en tout cas, ça va devenir de plus en plus courant d'utiliser l'IA pour la rédaction d'articles scientifiques. Les éditeurs vont devoir s'adapter. Et faire évoluer leur approche pour garantir l'intégrité et la qualité des revues. Voilà. Et d'autant que l'IA va devenir de plus en plus performante et peut-être de plus en plus difficilement décelable. Voilà. Donc du coup, voilà le tableau. Hein. Donc moi, ce que je dis aussi, et c'est ma philosophie en ce moment, c'est il faut prendre le train en marche. Ça ne sert à rien de se dire que c'est nul, etc., et qu'il ne faut pas l'utiliser. Il faut connaître l'outil, se former, le maîtriser davantage, tout en sachant que ça évolue beaucoup. Hein, voilà. Et du coup, connaître ses potentiels et ses limites. Qu'est-ce qu'on peut lui demander ou pas, là où il est le meilleur. Voilà, et l'utiliser à bon escient, dans le respect, en toute transparence, très important, et dans le respect de l'intégrité scientifique et des règles éthiques. Voilà. Et du coup, il faut apprendre à prompter.
parce que prompter, hein, c'est le nouveau mot à la mode, hein, donc réaliser un prompt, ça veut dire écrire une requête donc avec des mots extrêmement précis pour cadrer au mieux l'intelligence artificielle. Voilà. D'ailleurs, si vous essayez, plus vous êtes, moins c'est précis, plus ça part dans tous les sens. Hein. Donc, du coup, donc c'est important. Et de la qualité de vos prompts va dépendre la qualité des réponses. Voilà. Donc, après, à chacun de se faire son idée là-dessus. Hein, mais en tout cas, dans le paysage de l'écriture scientifique, de l'écriture d'un article, même sans doute après dans les processus sans doute de reviewing, il va y avoir des choses là qui vont changer de manière très très importante. Et voilà, moi comme je vous disais, moi ma philosophie c'est de prendre le train en marche et d'essayer de voir ce qu'on peut en faire, puisque de toute façon c'est là et ça sera de plus en plus là. Voilà. Donc c'est vraiment appliquer des règles de transparence, d'intégrité et d'éthique, mais voilà, se dire aussi que demain, un article scientifique va s'écrire beaucoup avec l'intelligence artificielle. Voilà. Alors après, c'est quelle est votre plus-value à vous? Et c'est ça qui me semble le plus important aussi dans la réflexion maintenant, c'est développer votre esprit critique. Hein, et ok, ça va m'aider sans doute à écrire mon article, mais comment moi qui suis l'expert du domaine, voilà, X ou Y, je vais pouvoir déceler les inexactitudes, j'y arrive pas hein, celui-là, les hallucinations, hein, puisque les hallucinations, comme je vous l'ai dit, elles sont extraordinaires parfois, hein, et surtout très plausibles. Voilà. Donc voilà, c'est voilà, les messages que je voulais vous faire passer, parce que je pense que voilà, au niveau de l'intelligence artificielle, voilà, il faut y aller, quoi. Juste pour aller plus loin, donc voilà, l'excellent livre d'Hervé Maisonneuve sur la rédaction pour la recherche en santé, franchement, c'est une mine pour du coup l'écriture scientifique. Également pour écrire, du coup, je vous ai mis les 37 règles pour savoir écrire de Jean-François Fogel. Bon, voilà, moi, ça a été un de mes professeurs à Sciences Po, et sur l'écriture, vraiment, voilà, des choses très, très, très simples et très claires, voilà, qui peuvent vous servir. Également le livre de Bruno Patino, Submersion, qui aussi a un regard assez intéressant sur l'IA. Et puis voilà, le numéro de Medical Writing, voilà, avec un numéro consacré exclusivement du coup à l'IA dans les publications. Bon, Équateur, donc Hervé Maisonneuve en a parlé ce matin, hein, avec toutes les lignes directrices, donc ça c'est important pour vous. Et puis aussi voilà, COP, voilà, qui voilà, rassemble tous les acteurs donc, impliqués dans la recherche scientifique et sa publication. Donc voilà, vous aurez des éléments importants. Alors, c'est pareil, à venir y piocher comme ça de temps en temps, mais en tout cas, il y a des choses qui pourront vous aider pour la suite. Voilà. Bon, il est un peu tard, j'étais un peu longue. Bon.